Eh bien bonjour, bienvenue. Donc pour son 20e anniversaire, l'URML Alsace a décidé de redonner sa place à la médecine libérale sous le thème de l'entreprise médicale, donc l'exercice libéral de demain. Dans ce cadre, donc, les organisateurs ont dédié un atelier exclusivement aux jeunes installés pour offrir non seulement un retour d'expérience, essayer de répondre aux interrogations de la salle, mais également présenter un petit peu quatre profils de jeunes confrères. Donc moi je suis Annabelle Sanselme, généraliste installée dans le Haut-Rhin et je suis chef de clinique de médecine générale et j'aurai le plaisir d'animer cet atelier. Avec nous, alors à votre gauche, Thomas Zapatera, qui est chirurgien orthopédiste au Diaconat de Mulhouse. Ensuite, Aurélie Ritter, médecin généraliste qui est installé à Kingersheim dans le Haut-Rhin. Nicolas Dry, médecin généraliste à la Méno et exerçant aussi au Diaconat dans un service de médecine polyvalente. Il faut faire coucou à chaque fois pour bien qu'on repère qui est qui. Et Caroline Bertillot, qui est cardiologue et qui est installée à Erstein. Donc nous allons commencer par détailler un petit peu la situation et le parcours de chacun. Puis dans un second temps, nous laisserons place aux questions de la salle en espérant répondre à toutes vos interrogations. Voilà, donc, Nicolas Dry, petit coucou. Donc vous êtes... Pardon. Je t'en prie, vas-y. Vous êtes lorrain. On va se tutoyer, on va pas faire semblant. Donc tu es lorrain et tu es installé en Alsace depuis la première année de médecine, c'est ça? En 99. Ouh. Tu t'es installé il y a 3 ans à la Méno. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ton projet de famille a influencé ta décision de travailler en libéral? Bonjour à tous, voilà Nicolas Dry, j'ai 33 ans, je me suis installé assez tôt finalement quand je regarde autour de moi. Je suis médecin généraliste en association avec un autre médecin généraliste. On est dans un cabinet d'association classique avec 2 secrétaires, une femme de ménage. Et comme l'a dit Annabelle, je travaille aussi à la clinique du Diaconat où il y a un service de médecine polyvalente, l'équivalent d'un service de médecine interne hospitalier, où on travaille également en libéral. D'un point de vue familial, je suis en couple, j'ai 3 enfants, un garçon de 6 ans, une petite fille de 2 ans et un tout dernier là, qui a à peine 1 mois. En quoi ma famille a influencé le travail? Je dirais que c'est un petit peu dans les 2 sens finalement. J'ai eu mon enfant le premier, j'étais en première année d'internat. Donc avec les horaires d'interne, le boulot, les gardes, c'était franchement pas très simple à gérer. Surtout que ma femme, elle était aussi étudiante, donc c'était vraiment compliqué à gérer. Et je me suis dit, dès ce moment, qu'il serait judicieux de passer en libéral pour pouvoir adapter un petit peu les horaires de travail et adapter les contraintes de la vie familiale avec le boulot. Et finalement, j'ai pu faire des stages de SASPAS. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ça concerne surtout les médecins généralistes. Ça donne un bon reflet de l'activité libérale puisqu'on fait le travail d'un médecin en libéral remplaçant. Et ça m'a énormément plu. J'ai eu l'occasion d'en refaire un 2e. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais ça on a réussi à mettre ça en place avec l'aide d'Annabelle aussi. Et finalement, je suis ravi. Tout ça se passe très bien. Et à aucun moment, l'activité libérale ne m'a empêché de fonder ma famille. Et c'est plutôt au contraire ma situation familiale qui m'a poussé vers le libéral. Voilà. Merci beaucoup. Donc, docteur Zapatera, Thomas, tu es chirurgien au Diaconat de Mulhouse, donc en clinique privée. Donc, comment as-tu allié ta vie privée et ta vie professionnelle? Donc, moi, j'ai donc une femme qui est dentiste et j'ai 2 enfants de 5 ans et 3 ans. Et puis, quand j'ai fini l'assistanat sur Besançon, je cherchais un petit peu soit hospitalier, soit en libéral. J'ai un petit peu prospecté un peu dans tout l'Est et j'ai eu une opportunité sur Mulhouse où il y avait déjà 5 chirurgiens dans une association qui m'ont proposé de venir avec eux. Et en fait, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait une liberté d'exercice avec une bonne cohésion de groupe. On peut travailler, on peut adapter un peu sa charge de travail. On a des gardes qui ne sont pas trop lourdes. Et ça m'a permis d'avoir une vie de famille plus saine. Je trouvais que au niveau hospitalier, où c'était très très chargé, au niveau garde, au niveau charge de travail. Mais il y a aussi du travail en libéral, mais
on peut plus s'adapter et on a plus de liberté vis-à-vis de ça. Moi, ça fait déjà 2 ans, depuis 2013, là, que je suis installé, puis je suis tout à fait satisfait de mon choix. Alors, on a essayé d'être un peu anticonventionniste, anticonventionnel. Là, on a pris des hommes qui sont déjà papas et des femmes qui ne le sont pas encore pour montrer que, justement, sortir du cliché et que toutes les combinaisons sont possibles dans l'exercice libéral. Donc, docteur Ritter, Aurélie, tu t'es installée en juin 2014. Hein, c'est plus récent à Kingersheim. Et les facteurs décisifs dans ton choix, toi, c'était quoi ? Alors en fait, à la fin de l'internat, j'ai cherché tout de suite à remplacer, comme je suis médecin généraliste. Et du coup, j'avais pas encore ma thèse, mais je cherchais plutôt sur Strasbourg, comme j'habitais à Schiltigheim, et c'était plus difficile à trouver. Donc comme mes parents habitaient près de Mulhouse, j'ai tout de suite trouvé sur Mulhouse plusieurs remplacements, et quasiment pour l'année, mon planning était fixé. Donc j'ai décidé de retourner autour de Mulhouse du coup. Et puis de ce fait-là, j'ai aussi décidé, au lieu de louer un appartement, de tout de suite en acheter un. Donc moi, c'était plutôt le facteur immobilier qui a fait qu'ensuite je suis restée dans la région et que je me suis installée dans un des cabinets où je remplaçais depuis quasiment 4 ans. Où je me sentais bien, où on est maintenant 5 médecins généralistes et voilà. Et moi, c'est pas du tout le caractère familial par contre, puisque je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, rien du tout. Mais bon, voilà. Et le côté libéral, qu'est-ce qui te plaisait par rapport en étant généraliste, on peut aussi être assistant hospitalier, on peut aussi travailler en salariat, en ambulatoire, mais en salariat, ça existe aussi. Oui, disons, enfin, je sais pas, moi, ça me permettait aussi d'adapter plus ou moins mon emploi du temps, et je me trouvais aussi plus indispensable en libéral qu'en hospitalier. Bon, je travaille aussi en hospitalier. Oui, tu peux nous en parler? Oui, parce que je travaille le mardi et le vendredi matin en hôpital de jour de gastro-entérologie, où je fais la prescription des chimiothérapies. Donc voilà. Oui, donc je fais les deux. Mais au départ, je me suis installée qu'en libéral et j'ai eu le poste hospitalier par après parce qu'on m'a demandé en fait, mais je cherchais pas. D'accord. Voilà. Très bien. Et Caroline, docteur Bertillot. Moi, je suis installée à Erstein depuis 2013. J'ai initialement beaucoup remplacé un de mes collaborateurs actuels. Initialement, j'étais chef de clinique. Par hasard, je suis allée remplacer sur Erstein. Je suis tombée dans une équipe très sympathique, avec des patients extrêmement intéressants, puisqu'en milieu rural, on a une population qui est assez particulière, des pathologies très particulières. Et puis, tranquillement, j'ai quitté l'hôpital pour m'installer à Erstein. J'avais une crainte, c'était un petit peu l'ennui et la routine du cabinet libéral, avoir les patients régulièrement et puis manquer un peu d'activité. Et puis finalement, on a monté un groupe à la clinique Saint-Odile, ce qui me permet de continuer quasiment 80% de mes actes techniques, puisque je peux faire toutes mes échographies transœsophagiennes, les chocs électriques et toutes les explorations que d'habitude on transmettait à l'hôpital. Et du coup, ça m'a encore plus convaincue pour continuer en libéral, quoi. Ça a ouvert des portes plutôt que d'enfermer, en fait. Tout à fait. Ça laissait vraiment une liberté et sans y être obligé. Non, sans y être obligé et sans astreinte. Voilà, alors justement, j'allais poser la question, qui fait des gardes? Donc c'est aussi obligatoire. Oui. Ouais. Toi, non. C'est dans le secteur où on peut les donner à SOS Médecins Oui, enfin, chez nous, SOS Médecins passe, mais en fait, on a partagé les horaires de nuit, c'est-à-dire nous, les gardes, quand on les a le soir, c'est que de 20h à minuit, et après, SOS Médecins se charge du reste de la nuit. 15. Mais sur le secteur où on est, en fait, on est tout un groupe de médecins, mais c'est pas obligatoire de s'inscrire au tour de garde. Voilà, bon. Sachant qu'on a à peu près une garde par mois de semaine, et puis sur le trimestre, on a peut-être 2 à 3 gardes de week-end, quoi. Un jour dans le week-end, donc c'est pas énorme non plus. Voilà. Nicolas, toi, tu fais pas de garde à la méno. Par contre, tu as des astreintes, d'ailleurs, tout de suite, par exemple. Oui, au diaconat. Au niveau urbain et périurbain, c'est SOS Médecins maintenant qui gère quasiment tout sur toutes les plages horaires. Au sein de la clinique, on est 4 médecins généralistes à s'occuper du service de médecine, où chacun a ses patients.
Et il faut une permanence de soins, donc on a chacun un jour par semaine et un week-end par mois où on est d'astreinte. Donc c'est différent puisqu'on est à la maison, on nous appelle en cas de problème, mais du coup il faut quand même rester pas très loin si jamais il y a une nécessité de se déplacer pour gérer les choses. Et tu peux nous parler un petit peu de ta semaine, une semaine type, et de l'organisation aussi de cet exercice libéral en institution, enfin au diaconat? Alors au niveau du cabinet, donc on est 2 médecins. Alors on a fait un choix un peu particulier. Ça choque parfois peut-être un peu les autres médecins et les gens, mais on est ouvert tous les jours de 8h à 19h en non-stop. Donc ça permet aux gens de venir entre midi et de venir tard le soir pour ceux qui travaillent. Alors on ne fait pas chacun 8h-19h, je vous rassure. On a coupé la poire en deux. Donc celui qui travaille le matin travaille de 8h à 13h30 et celui de l'après-midi de 13h30 à 19h. Ça fait des plages de consultation un petit peu longues, 5h30, mais on s'y habitue assez vite et finalement ça pose pas vraiment de problème. Et ce qui permet surtout de dégager une demi-journée si vous travaillez le matin, donc à 13h30 ou 14h si ça déborde un petit peu, vous avez quitté le cabinet, vous pouvez gérer vos visites et puis faire la visite à la clinique. Et ce qui me permet pour moi aussi, les journées où il faut s'occuper des enfants, de pouvoir terminer plus tôt, de charger une matinée un peu plus en visite plutôt qu'une autre. Et c'est assez agréable de pouvoir s'adapter comme ça aux nécessités du moment. Et pour la clinique, c'est un petit peu pareil. Alors on a la chance de pouvoir faire la visite quand on veut. C'est-à-dire qu'on passe le matin à 7h30 ou le soir à 7h30. Finalement, s'il n'y a pas d'urgence, tant que quelqu'un passe et gère les patients et les pathologies, il n'y a pas de souci. Donc ça laisse aussi une grande souplesse dans le travail. Donc tu as tes patients à la clinique et tu les gères de A à Z. Oui. Alors on a bien évidemment des spécialistes qui sont à disposition, des cardiologues, des réanimateurs, des chirurgiens pour tous les avis. Et c'est très confortable parce que finalement on est une petite équipe médico-chirurgicale, tout le monde se connaît, tout le monde a les portables de tout le monde et en cas de pépin, en général dans les 2 minutes c'est géré. Et t'as pas l'impression que ça envahit trop ta vie personnelle Non, au final, parce que déjà c'est nous-mêmes qui gérons les patients, donc quand ça chauffe, on sait qu'il faut rester un peu sur le qui-vive, alors que quand les patients sont gérés, globalement, on sait que ça va bien se passer, et finalement, sur les astreintes, on est rarement obligé de se déplacer, même si parfois c'est nécessaire. Et en semaine, les 3/4 du temps, s'il y a une urgence, on arrive à le gérer par téléphone, et puis on se déplace s'il faut, mais ça pose pas vraiment de problème. Quand on n'est pas d'astreinte, c'est quand même celui qui est d'astreinte qui gère, quoi. Alors, en pratique, il y a toujours un médecin de garde. Maintenant, les infirmières ont pour consigne de prévenir en priorité le médecin responsable, le médecin hospitalisant, ce qui est normal puisque c'est lui qui connaît le dossier. Moi, personnellement, je suis quasiment toujours joignable, mais si par malheur on n'a pas de réseau ou si on n'a pas la possibilité de se déplacer, le médecin de garde prend le relais. Ça n'a pas l'air de te traumatiser de toute façon. Du tout. D'accord. Milieu rural, milieu urbain, qu'est-ce qui a guidé votre choix? Pour la chirurgie orthopédique, je pense qu'il n'y a pas énormément de services. Non, il n'y a pas trop le choix, puisqu'il faut qu'il y ait une clinique, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a un plateau technique pour pouvoir faire les interventions. Et puis nous, on a 2 sites aussi, on fait Mulhouse et Colmar, donc il faut qu'on aille sur 2 cabinets, et puis il y a 2 sites d'intervention aussi, donc il faut bouger sur les 2 villes. Mais ça se goupille très bien, on est à 6, donc on arrive à partager. Oui, moi, c'est semi-urbain. J'aime même pas trop le centre-ville. Mais par contre, oui, je pense que c'est quand même beaucoup plus confortable, comme il y a l'hôpital à 10 minutes, plein de spécialistes aux alentours, etc. Et oui, je maîtrise pas assez tout ce qui est urgence pour vraiment être en milieu rural. Donc je préférais quand même qu'il y ait un plateau technique pas loin. Oui, il y a une orientation quand même, une manière de fonctionner qui est différente. Donc, voilà. Et puis moi, le secteur, c'était aussi plus facile parce que je connaissais déjà pas mal tout ce qui était paramédicaux, je sais à qui adresser, etc. Donc c'était vraiment une question de confort. De par les remplacements? Voilà, oui, puisque j'ai remplacé presque 4 ans là-bas, donc voilà. Nicolas, toi tu voulais être plutôt à la campagne à la base? Oui, au départ, j'étais parti pour exercer en semi-rural parce que j'aime bien la ville, mais j'aime bien la campagne aussi. Finalement, je refais une petite parenthèse sur le Ça se passe.
J'ai fait un premier ça se passe, ça m'a énormément plu. J'avais plus forcément envie de retourner à l'hôpital parce que ça m'arrangeait pas beaucoup et j'avais envie de refaire un deuxième ça se passe. C'était compliqué, donc j'ai dû trouver des médecins, des maîtres de stage pour en créer un et puis demander aux étudiants de ne pas me piquer ce stage puisque j'étais quand même pas prioritaire. Heureusement, tout le monde a joué le jeu, j'ai pu faire ce deuxième ça se passe et ça s'est encore une fois très bien passé et un des maîtres de stage qui recherchait un associé, dès la fin du ça se passe, m'a proposé de travailler avec lui. Alors on avait une petite contrainte au niveau du planning puisqu'on a changé de cabinet, on a tout rénové dans le nouveau cabinet. Donc j'ai dû me dépêcher de terminer ma thèse en 3 mois, puis après faire toutes les démarches administratives au niveau des différentes administrations. Et tout ça s'est fait en un peu plus de 6 mois pour me lancer rapidement et sans aucun regret. Donc finalement, voilà, c'était plus l'opportunité. C'était l'occasion qui fait le larron. Voilà, exactement. Et Caroline, pourquoi Erstein ? Moi, j'ai remplacé à la ville et un petit peu à la campagne. Erstein, ça reste quand même une petite ville. Mais clairement, en ville, je n'aurais jamais pris la décision de m'installer parce que je ne prenais pas vraiment de plaisir. À la campagne, il y a une vraie relation et un vrai échange avec les patients. On a des pathologies qui sont alors complètement différentes, des gens qui n'aiment pas trop être hospitalisés, puisqu'ils ont des activités professionnelles qui ne leur permettent pas toujours d'aller à l'hôpital. Donc c'est une vraie gestion, une vraie prise en charge des patients du début jusqu'à la fin. Et puis un vrai échange, une vraie relation que je n'avais jamais retrouvée en ville. Et sans vraie contrainte finalement, parce que Erstein, c'est pas très loin de Strasbourg. Et c'est pas très compliqué pour s'y rendre. C'est aussi un avantage de l'Alsace. C'est que même la campagne la plus isolée et pas si loin que ça des pôles hospitaliers. Très bien. Et donc une semaine type chez toi, Caroline, ça ressemble à quoi ? Une semaine type, c'est une alternance entre Erstein et la clinique Saint-Odile. En fait, je suis lundi, mercredi, jeudi à Erstein et mardi, vendredi à la clinique Saint-Odile. Le mardi, je fais des ETO. Bientôt, je vais faire mes échographies de stress et puis mes épreuves d'effort et mes VO2. Ouais. Et puis à la Erstein, je fais mes consultations. Comme on a un cabinet de groupe, c'est assez confortable, puisque quand je ne suis pas au cabinet le mardi, vendredi, j'ai mes associés qui ont accès via l'informatique à tous mes dossiers médicaux et qui gèrent mes patients, qui peuvent me contacter si nécessaire et me transmettre les informations le lendemain. Un vrai confort professionnel du cabinet de groupe dans ce sens. Du lundi au vendredi, non-stop, par contre Un vendredi sur 2, la plupart du temps. Un vendredi sur 2, d'accord. Nicolas, ta semaine type, tu as des demi-journées où tu peux les libérer facilement, si j'ai bien compris, en cas de besoin. Mais sinon, c'est pas le samedi non plus ou le samedi ? Alors les samedis, on fait un samedi sur 2. Voilà, d'accord. Et après, pas de vraie demi-journée systématique libérée, mais en cas de besoin, tu le fais. J'arrive à me libérer 2 voire 3 demi-journées. Alors demi-journée, j'arrive à terminer vers 15h30, je pense. Mais ça laisse quand même le temps de faire pas mal de choses après. Aurélie ? Moi, je travaille tous les jours. Le lundi, mercredi, jeudi, je suis au cabinet. Je commence à 8h30. Après, je finis, ça dépend du monde. Entre midi et 2, je fais les visites. Et le soir, après l'après-midi, je commence entre 14h30 et 15h. Je finis pas avant 19h. Ça, c'est tous les jours. Le samedi, j'en fais 1 sur 4. Et si je travaille le samedi matin, je travaille pas le jeudi après-midi. Et donc le mardi et vendredi matin, de 8h à midi, je suis à l'hôpital. Voilà. Ah oui. Donc, mais bon, nous, on a des créneaux sur rendez-vous et on a des créneaux de consultation libre, mais où les patients téléphonent en fait pour savoir l'heure à laquelle ils peuvent venir. Et ça permet aux patients de ne pas attendre 4 heures en salle d'attente. On leur donne des créneaux de passage, donc en fait, ils attendent maximum 1 heure en salle d'attente. C'est intéressant. Ça permet de gérer en fait le flux, surtout quand il y a les grippes et les gastro qui arrivent. Ouais. Donc voilà. C'est des semi-rendez-vous, quoi. Voilà, des semi-rendez-vous. C'est pas mal. Alors Thomas, toi, tu as des demi-journées. Moi, j'ai des... C'est systématique, tu as des demi-journées pour toi. Oui, j'ai une demi-journée par semaine. En fait, j'ai des consultations sur Mulhouse, matin et après-midi.
Après, j'ai des consultations sur Colmar aussi, matin, des fois l'après-midi. Certains après-midi, j'opère sur Colmar, donc dans une clinique. Après, j'ai aussi une journée opératoire complète sur Mulhouse pour opérer, et j'ai une journée de garde toutes les semaines. Après, les week-ends, on est à 6, donc on alterne une fois sur 6. C'est les week-ends complets de garde. Oui. Voilà. Mais bon, en fait, comme il y a plusieurs générations, chaque chirurgien, on a à peu près des fois 10 ans d'écart. D'accord. En fait, les derniers qui ont des enfants en bas âge, on leur privilégie quand même les mercredis après-midi, les trucs comme ça. Les plus anciens prennent d'autres demi-journées. Donc c'est très adaptatif et chacun fait le même nombre de gardes, le même nombre de blocs, le même nombre d'astreintes, de gardes. C'est une association où tout le monde travaille pareil. C'est ça qui est agréable. Comme ça, t'es mercredi après-midi. Comme ça, ouais, j'ai mes mercredis. Ouais. Très bien. Ouais, pour les enfants, quand on a le conjoint qui travaille, c'est sûr qu'il faut pouvoir les garder et puis c'est quand même un petit confort. Et alors, l'image du libéral qui a ni le temps pour le sport, ni pour les loisirs, qui a à peine le temps de trouver des formations, du temps pour faire des formations. Bon, le sport, c'est un peu difficile parce que des fois, quand il y en a 2 en vacances, on perd la demi-journée. C'est des semaines complètes. Donc le sport, c'est plutôt des sports un peu comme le footing, des trucs comme ça. On peut le faire quand on a le temps, en fait. Ouais. Voilà. Ça serait difficile pour toi d'avoir une activité sportive en club avec les enfants en bas âge, pour l'instant, non. Puis ça m'intéresse pas. Mais... Donc oui, c'est pas une question d'exercice, c'est une question pour le moment. On a envie de se poser le soir des fois. Aurélie, c'est difficile aussi pour toi de trouver le temps. Ouais. Non, c'est que oui, si on va... si en club, il y a des clubs, ça dépend de ce qu'on fait, qu'il y a 20h, où il y a des cours à 20h. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la natation et les piscines ferment assez tôt. Donc quand on finit à 19h30, le temps d'arriver à la piscine, on ne peut plus nager. Mais voilà. Sinon, on y va le samedi ou dimanche, quoi, mais il y a un peu trop de monde. Mais sinon, on fait, comme disait Thomas, on fait d'autres choses. On fait des choses footing, quoi, où il n'y a pas d'horaire, les horaires sont libres. Parce qu'entre midi et 2, c'est aussi un petit peu court, quoi. Mais voilà. Sinon, on conseille aux patients de faire de l'exercice, on n'en fait pas forcément nous-mêmes, ça c'est sûr. Mais bon. Et ça serait vraiment impossible à organiser, ça, si là j'essaye de finir, comme je suis sur rendez-vous, de finir vers 7h moins quart, comme ça le mardi et le jeudi. Donc voilà. Tout fini, tout bouclé, rangé, pour vraiment décoller à 7h moins le quart. À 7h, je décolle à 7h en général. D'accord. Moi, juste, j'arrive à faire du sport. Donc c'est sûr qu'en tant que médecin spécialiste, on consulte que sur rendez-vous, donc ça permet d'avoir quand même une certaine liberté. Mais clairement, j'arrive à me libérer une fois par semaine, au moins plus tôt, pour aller faire du sport et pouvoir profiter, ce que je ne pouvais pas faire à l'hôpital. Donc moi, j'ai gagné une vraie liberté en m'installant en ville, quoi. Moi, si je peux me permettre, moi aussi. Je veux quand même vous rassurer. Bon, dans mon état, non, mais sinon, j'ai 3 sports en club par semaine à horaire fixe. Et j'arrive au moins 2 fois à le faire, quoi. Et je suis que sur rendez-vous. C'est vrai que c'est peut-être la condition. Et du coup, prévoir de finir quand même 1 heure avant le début pour absorber un peu le retard. Mais bon, après, on peut pas y aller, mais globalement... Nicolas ? Moi, j'ai pas vraiment de soucis, sachant que j'ai des enfants assez grands. Déjà, quand je vais courir, j'en prends 2 avec qui me suivent en vélo, donc ça permet de passer du temps en famille. Mais j'arrive à en faire 3-4 fois dans la semaine. Mais bon, comme disait Thomas, quoi, c'est pas du sport en club. Du coup, c'est quand je peux, je vais courir, faire du vélo, nager. J'ai les enfants qui prennent des cours de natation, donc pendant qu'ils sont en cours, je vais nager moi-même, et puis voilà. Donc c'est possible. Mesdames, quand vos enfants feront du sport, vous irez à la piscine avec eux aussi. Exactement. Mais bon, Caroline, toi, t'as pas de soucis. Ça marche. On passe à la question que vous préférez tous, la comptabilité et la gestion. Donc comment ça se passe pour vous ? Je poserai des questions un peu plus précises, mais vous pouvez déjà dire au niveau compta, secrétariat, au niveau, on va dire, gestion administrative du cabinet, pas des patients, vraiment purement du cabinet médical. Alors pour moi, ce que je vais vous dire, ça va être très simple. L'informatique fait beaucoup. Elle fait même quasiment tout. Après, s'amuser à vouloir gérer la comptabilité soi-même alors qu'on n'y connaît franchement rien, qu'on n'a aucune formation
et qu'on est responsable de ce qu'on fait, de toute manière. Il y a des gens qui savent faire, qui font bien, qui font pour vous. Alors c'est sûr qu'il faut les payer pour ça. Ça rentre dans vos frais professionnels, mais au moins vous êtes sûr que c'est bien fait, et c'est quand même beaucoup de soucis en moins. Donc Voilà. qui sont ces gens? Un expert comptable. Voilà, en premier lieu, oui. Voilà, expert comptable. Bon, s'il y a une secrétaire aussi. Alors la secrétaire gère déjà, tous les papiers du cabinet, les feuilles de soins, les Vous avez une tiers secrétaire à la Méno? payants. On a deux secrétaires à mi-temps, oui. Ah, Donc magnifique. ça permet déjà de gagner du temps. Et pour le reste des chiffres, l'informatique, si vous rentrez bien à chaque fois ce qu'il faut, à la fin de l'année, en 2 minutes, vous faites bilan de l'année et puis vous avez un chiffre. Si vous avez bien fait votre boulot, Au fur et à ça mesure. s'arrête là. Ensuite, donc il y a la comptable qui récupère tout ça, toutes les factures, tout ça. Et puis il y a l'AGA. Vous êtes tous les 4 à une AGA? Oui, c'est obligatoire de toute façon. Disons que si on n'est pas une AGA, on a une majoration, Ce qui n'est pas négligeable. une majoration non négligeable. Ouais. Donc l'AGA est chargée de vérifier les comptes du comptable, et donc c'est une garantie pour l'État de la justesse des comptes. Moi, c'est pareil que Nicolas. Du coup, quand j'étais remplaçante, les 2 premières années, j'ai essayé de le faire moi-même. C'est un peu complexe. Donc, surtout que moi, j'avais essayé de faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire de rentrer parce qu'en tant que remplaçante, il suppose que votre lieu d'exercice est votre lieu d'habitation. Ce qui est un petit peu bizarre, mais bon. Donc du coup, j'avais essayé de faire rentrer mon appartement que je venais acheter dans la comptabilité en tant que remplaçante. Mais la comptable, l'année d'après, m'a dit tout de suite, ça, faut pas faire. Donc déjà, il y a des petites subtilités comme ça qu'on ne connaît pas. Donc j'ai dit, voilà, quand je m'installe, c'est vrai que ça coûte une certaine somme par mois, mais au moins, on ne s'embête pas, on sait que les rapports sont très bien faits, etc. On peut discuter aussi... ce qui est avantageux aussi quand vous avez un cabinet comptable, c'est qu'après, vous gagnez quand même de l'argent, même s'il y en a qui se plaignent, on gagne quand même pas mal d'argent dans ce métier, faut quand même pas se plaindre. Et donc du coup, la comptable, elle est là aussi pour vous conseiller, par exemple, faire des placements ou des choses comme ça, pour pas payer trop d'impôts. Il faut quand même aussi y penser. Donc voilà, je veux dire, ça c'est aussi intéressant. Nous, on ne sait pas forcément... et puis, elle vous conseille aussi dans vos assurances, c'est-à-dire ne pas prendre 4 assurances qui sont redondantes, etc., être assez efficace dans ce que vous faites finalement, dans tout ce qui est gestion économique de votre cabinet. Après, nous, c'est vrai qu'au cabinet, on est 5, on est en SCM, mais c'est pas moi qui est responsable de la SCM, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est dépenses du cabinet, etc. Et elle répartit mensuellement à chacun ce qu'on doit payer, sachant que les secrétaires qu'on a ne s'occupent absolument pas de notre gestion comptable. Sauf pour un des médecins, mais ça c'est particulier. Et du coup, les feuilles de soins et tout, on s'occupe de tout, ce qui est assez contraignant quand même via le site de la sécurité sociale, c'est qu'il faut vérifier que vous soyez bien payé quand vous faites le tiers payant. Après, le reste, c'est assez gérable, quoi. Voilà. Et Thomas, je ne sais pas si tu as beaucoup de comptabilité à faire. Nous, il y a énormément de comptabilité, mais en fait, on a des secrétaires qui s'occupent des dossiers médicaux, tout ça. Il y a une secrétaire qui est vraiment... parce qu'on est quand même 6, donc il y a une secrétaire qui s'occupe de tous les 6 pour la comptabilité. Enfin, elle fait plutôt les services facturation. Et en fait, il y a quand même un expert comptable qui va gérer tout ça par la suite. Ce qui était très agréable, c'est que quand on intègre un groupe, c'est qu'on arrive, c'est déjà tout en place. Et on a juste à faire son métier et puis il y a tout qui est déjà fait en fait. Donc c'est un bon avantage déjà si on trouve un groupe. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré aussi, c'est que j'ai pas eu de difficulté vraiment à commencer. J'ai commencé tout de suite à faire mon métier et puis ça s'est fait par la suite. Donc c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'il faut un bon comptable pour qu'il puisse donner des conseils et puis qu'il soit assez disponible pour s'il y a des questions pour les caisses de retraite, les trucs comme ça, pas mal le RSI ou la CPM. Enfin, il y a plein de petits détails et s'il y a un comptable qui s'y connaît bien, on lui fait confiance et puis on n'a pas le choix. Bon, pour l'instant, ça va. Moi, j'aime bien.
Alors, il reste 20 minutes, donc je voudrais quand même avoir ces 20 minutes pour les questions de la salle. J'ai encore 2-3 petites questions préparées, mais je pense que ça va venir dans les questions de la salle. Est-ce qu'il y a des soucis avec la Sécu? Vous m'aviez tous dit qu'il n'y avait pas particulièrement de soucis avec peut-être des cotations parfois un peu complexes, mais on a des tableaux pour répondre à nos questions. Pour avoir discuté un petit peu avec chacun d'entre vous 4 avant cet atelier, ce qui ressort vraiment, c'est que vous avez l'air épanoui. Il y a du boulot. Comme tu dis Aurélie, on a certains revenus. Il faut qu'il y ait du boulot derrière, mais c'est un boulot qui a l'air de vous plaire en termes de qualité de relation avec le patient, et c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller le matin, en termes d'organisation, en termes de satisfaction professionnelle. Donc c'était vraiment un épanouissement. Si vous êtes d'accord, on peut passer aux questions de la salle. Alors, qui se lance? Florent Herzog, docteur Florent Herzog. Alors, je rebondis tout de suite sur l'épanouissement. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir à entendre. Là, on a 4005 qui ont l'air contents dans ce qu'ils font. Ce que je remarque, c'est que finalement, vous avez tous diversifié un peu vos activités, et c'est peut-être aussi une des clés de l'équilibre. J'ai apprécié, Annabelle, que tu insistes, que tu fasses une petite promotion du sport santé. On a bien apprécié cet effort. J'avais vu que tu étais là. Ce qu'on relevait avec mon voisin, donc c'est bien, c'est chouette, vous avez bien réussi votre truc. Est-ce qu'il y a peut-être un peu des exemples de situations qui se sont moins bien passées et des retours plus négatifs peut-être, enfin, pour qu'on voit un peu le côté pas bien? On a cherché. Hein. Tout le monde est heureux partout, alors il y en a un qui est en train de trimer quelque part et qui n'a pas pu venir à l'atelier. Mais il est de garde là tout de suite. Donc non, il y a forcément... Non, ce qui est juste difficile au départ, c'est quand même l'installation, parce qu'on vous explique... c'est vrai que dans les semestres d'internat, on a des cours et tout, mais on nous explique quand même pas comment il faut faire. Après, moi, je fais partie... j'ai un organisme auquel je suis inscrite, etc., qui s'occupe aussi de faire tous les changements administratifs, d'adresse, etc. Qui s'appelle je sais plus, ACFML. Et, ouais. Donc, qui s'occupe de tous mes changements sécu, numéro de SIRET, quand j'ai fait mon installation, parce que ça aussi, c'est un peu compliqué. Un ordre de prix annuel 150, je crois. 250 € 250 par an. Mais il vérifie aussi en même temps tout ce que vous payez à l'URSSAF. Et si l'URSSAF, c'est pas juste ce qu'ils vous demandent, c'est eux qui râlent et qui les harcèlent un peu pour que vous fassiez rembourser. Donc ça, c'est bien. Vous perdez pas de temps. Mais par contre, oui, c'est... je suis aussi dans un cabinet de groupe, mais par contre, on ne vous explique pas, quand vous arrivez, qu'en fait, effectivement, il y a l'assurance du cabinet, mais globale, et que vous devez prendre l'assurance pour vous, donc l'assurance maladie, l'assurance pour vos pertes de votre cabinet personnel, l'assurance pour le local mais personnel, etc. Donc ça, on découvre au fur et à mesure. Voilà. Et puis après, il y a aussi quand vous rachetez du matériel d'occasion et que finalement la personne vous dit « Ah ben non, finalement, je ne le vends plus. Ok, donc je vais me retrouver sans lit d'auscultation. » Bon, ça, c'est des petites choses comme ça. Et puis quand vous commandez tout le matériel parce que vous installez ce jour-là, que vous avez pris assez de délai pour être sûr, et puis que finalement, il vous manque des trucs. Bon, voilà. En association, c'est quand même pas mal parce que du coup, on vous prête ce qui vous manque. J'avais pas le TPE, donc pour les cartes bancaires au début, donc je me suis arrangée avec un des associés et puis je lui reversais en espèces. Bon, c'est un peu bizarre pour la comptabilité, mais voilà, au moins il y a cette solidarité qu'on a en groupe qui est quand même sympa, mais c'est vrai que c'est un peu stressant le premier mois où on est installé quand on n'a pas tout ce qu'il faut. Et puis quand on ne maîtrise pas les logiciels de la CPAM, etc., quand on se trompe pour les arrêts de travail en ligne ou des choses comme ça. Mais finalement, la CPAM, bon, c'est vrai après, j'ai pas encore assez de recul pour en dire du mal ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, moi, quand même, ils m'ont beaucoup aidé parce que les informaticiens, par contre, ils se déplacent assez rapidement pour vous montrer. On vous dit qu'il faut appeler quand ça va pas, etc. Et ils sont assez réactifs, donc c'est quand même plaisant au départ. Après, à la suite, je sais pas. Voilà. D'autres questions? Oui, dans l'ordre. Je voulais savoir si, par rapport à vos premiers mois d'installation, il y avait des choses qui avaient changé dans la manière de vous organiser, dans votre planning, des choses que vous avez l'intention de faire vous-même, que finalement vous avez délégué, ou inversement, que vous avez repris à votre charge, des choses qui n'ont pas fonctionné.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à vos premiers mois? Quand tu t'installes au début, c'est sûr qu'il faut faire acte de présence beaucoup plus qu'une fois que ça tourne. Tout simplement parce qu'il y a moins d'activité, parce que tu es moins sûr de toi aussi, les consultations prennent certainement plus de temps, les visites plus de temps, tu connais moins bien les patients. Donc en fait, tout te prend globalement plus de temps. Tu réponds au téléphone tout le temps. Alors moi, j'avais fait le choix de laisser mon numéro de téléphone portable, et heureusement, je trouve que les patients n'abusent pas. Quand ils appellent, en général, c'est justifié. Et donc au départ, tu es content quand on te téléphone pour une visite parce que tu n'as pas énormément de boulot, donc tu sautes sur l'occasion pour aller les voir. Après, c'est le genre de choses, quand tu commences à être un petit peu surchargé, que voilà, tu peux un petit peu voir ce qui se passe. Si c'est pas urgent, tu peux gérer la visite le lendemain. Ou voilà, c'est des petites choses qui changent avec le temps. Et puis ensuite, finalement, l'organisation du cabinet, l'organisation de ton travail, ça se fait tout seul. Donc t'as pas vraiment de crainte à avoir par rapport à ça, c'est que les bons réflexes, tu les as rapidement finalement. Là où cette question est aussi intéressante, c'est que pour chaque domaine, chaque organisation, on a des choix, on a des choix possibles. Caroline, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon? Non, je voulais juste dire que moi, par exemple, j'avais beaucoup remplacé. Après, j'ai fait un contrat de collaboration. Ça permet quand même de... c'est un confort aussi de voir un peu comment exercer et puis adapter progressivement son activité. Et une fois qu'on s'installe, savoir comment on fonctionne. Et puis dans un cabinet de groupe, on est aussi aiguillé par des gens qui ont quand même 20-30 ans d'expérience devant nous, quoi. Oui, et bon, pour moi, c'était pas pareil parce que comme je remplaçais depuis 4 ans dans le même cabinet, les gens, ils me connaissaient déjà. Donc moi, je suis arrivée dans le mois, j'ai eu mes plannings remplis. Hein. Donc ça, voilà. Mais... par contre, dès le départ, en milieu rural, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en semi-urbain, en tout cas dans notre cabinet, vous ne pouvez pas donner votre numéro de téléphone ni votre mail, hein, parce que vous êtes harcelé sinon. Et même pour mes gardes, j'ai pris un téléphone professionnel à part, parce que les gens gardent votre numéro de téléphone. Hein. Et quand je rallume mon téléphone quand je suis de garde, j'ai des messages sur mon téléphone professionnel. Donc il faut quand même faire attention à sa vie privée. Ça, c'est un conseil, quoi. Parce qu'après, du boulot, sinon, vous en avez 24 heures sur 24. Hein. Les gens vous appellent à 7 heures du matin ou à 22 heures. Il n'y a pas de problème pour eux. Hein. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça là où je travaille. Les témoignages sont très très partagés. Hein. C'est vrai qu'en rural, beaucoup moins. Oui, surtout si quand on le donne vraiment dans un cas exceptionnel, on dit vous ne le donnez à personne et vous l'utilisez que en cas d'urgence. Bon. Voilà, parce que moi j'avais travaillé dans un autre cabinet, dans un autre lieu. Et après, je ne sais pas si c'est une question d'éducation des patients, mais c'est vrai que ce médecin-là avait laissé son téléphone personnel. Et sur le répondeur, on faisait la même chose. Et les gens étaient très corrects. Hein. Ils appelaient vraiment que s'ils étaient embêtés, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et puis si des fois ça ne vaut pas le coup, on peut leur expliquer gentiment que pour ça, il ne faut pas qu'ils appellent. Et après, c'est vrai que du coup, ils réalisent, ils disent « Oh mince ». Et pour les mails, c'est aussi très varié. Il y a beaucoup... Enfin, moi, ils ont tous eu à mon mail sur les ordonnances, en fait. Donc, ils l'utilisent assez souvent, mais sans abuser. Et puis bon... peut-être si vous cadrez aussi, si on cadre, ceci mérite une consultation. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le comportement que vous aurez avec les patients au début, ils vont s'y habituer et vous aurez du mal à aller en arrière. Donc si vous posez les limites dès le départ, après ils savent et voilà. Je pense, hein, parce que... Alors on a une question devant, d'abord. Juste tout devant d'abord, devant vous, et après on vous donne le micro, mademoiselle. On va faire dans l'ordre de la levée de main. Merci. Alors d'abord, merci de votre présence et de votre enthousiasme. Ça fait plaisir à nous, vieux syndicalistes, de penser que les jeunes sont épanouis dans l'exercice libéral. Parce qu'on a quand même l'impression qu'en faculté, on vous décrit un univers catastrophique et qui ne donne pas envie de s'installer. Alors la question, et pour le sport aussi, je suis d'accord, sport santé, prenez une demi-heure par jour pour aller bouger quand même, hein, c'est vraiment essentiel pour votre avenir personnel. La question, c'est autour de la notion de patientèle. Parce que vous n'êtes pas installé depuis longtemps, donc est-ce que vous avez déjà cette notion-là? C'est-à-dire que vous avez des patients qui vous sont attachés, qui reviennent uniquement pour vous, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'éducation des patients, c'est la personnalité du médecin aussi, mais c'est aussi l'éducation que le médecin va donner à sa patientèle. Et on a l'impression, quand on parle avec les représentants des jeunes,
et des syndicalistes, des internes ou autres, que ce filet à la patte que représente une patientèle fait peur aussi. Donc apparemment, vous êtes dans une zone intermédiaire, ça fait pas suffisamment longtemps pour avoir une patientèle attitrée. Est-ce que ça vous fait peur justement d'avoir des gens qui vous reconnaissent sur le marché le dimanche, enfin ce genre de choses? Moi, c'est le cas, hein, puisque en fait, ce qu'il y a, c'est que je travaille, si vous voulez, là où j'étais à l'école. Donc, au supermarché, je rencontre des patients, mais qui sont également les amis de mes grands-parents, de mes parents, les collègues de mes parents, des amis d'enfance, etc. Et patientèle, oui, en quelque sorte, j'avais déjà plus ou moins quelques patients avant de m'installer, parce qu'il y a des gens, et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a une espèce de clause de concurrence dans les contrats de remplacement maintenant, parce que moi j'ai clairement des dizaines de patients qui sont venus chez moi quand ils ont su que je me suis installée, me connaissant comme remplaçante déjà. Et après, oui, vous les rencontrez au supermarché aussi, forcément, ou dans la rue, ou quand vous allez au marché aux puces, voilà. Mais c'est aussi sympathique parce que du coup, on connaît les familles, on connaît leur lieu d'habitation, on sait. Voilà, moi je trouve ça sympa. En milieu rural, c'est un peu plus problématique, hein, puisque tout est petit, donc tout se transmet. Donc moi, je vis à Strasbourg et je travaille à Erstein, comme ça cloisonne bien ma vie professionnelle et ma vie personnelle, quoi. Là, je vais pouvoir répondre aussi en tant que médecin installé dans un village de 1700 personnes, où ma fille est scolarisée, où je croise tout le monde à l'école. Que ce soit, donc du coup, on a aussi tous les amis et tout l'entourage comme patients. Et dans un cas comme ça, effectivement, ça se passe bien. Si dès le départ, on cloisonne, vraiment, là, c'est plus sectorisé, c'est cloisonné de manière très, très claire. Ah, au juste, fallait que je te dise, non, on en parlera en consultation. Et c'est un non, ils le prennent comme un non, mais ils se disent, ah, il ne va pas parler de mes soucis de santé devant les autres. Et voilà, et pas hésiter à dire, t'as un rendez-vous, Juliana, appelle le secrétariat par SMS, souvent fait. Donc voilà, ça c'est un endroit, et où en plus c'est garant du secret professionnel qui là est extrêmement vulnérable, parce qu'il suffit de dire, ah bah t'as vu machine, tout de suite, je peux pas te dire, tu sais très bien que je peux même pas te dire qui je vois en consultation. Ah oui, je sais bien, alors on passe un peu pour psychorigide, mais c'est vraiment la condition en milieu rural, parce qu'on a du coup tous les amis et tous les... Oui, mais moi, rien que mes parents, hein, ah tu m'as pas dit que t'as vu aujourd'hui. Ah ben non, je ne te dirai jamais. Ça c'est le secret médical, tu sais très bien. Et peut-être le paraître trop psychorigide, mais c'est vraiment... Je voulais juste répondre aussi, là, en tant qu'universitaire, sur la formation, parce qu'effectivement, notre génération, on n'a pas eu tout ça. Là, maintenant, l'enseignement de médecine générale, en tout cas du dernier semestre, est exclusivement consacré à un projet d'installation. Donc, pendant 6 mois, les internes bûchent par groupe sur un projet d'installation de A à Z, avec toutes les composantes administratives, gestion locale, achat, assurance, associés, secrétaire, rendez-vous par rendez-vous, etc. Et ça, on a déjà des très très bons retours là-dessus. On avait une jeune fille qui voulait aussi poser une question, qui a été coupée. On peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Où est le micro? Je peux vous prendre un des micros d'ici. Peut-être une question un peu débile, mais c'était justement si on laisse le portable ou la boîte mail à nos patients qui nous envoient un mail et qui avait une question importante pour leur état de santé, qu'on n'a finalement pas vu le mail mais qu'il y a eu des conséquences. Au final, comment on peut prouver qu'on n'avait pas vu le mail ou pas vu l'appel Enfin, je sais pas, c'est juste ça. Alors ça, c'est un vrai problème. J'ai encore fait une formation continue à ce sujet il n'y a pas longtemps. Il faut faire extrêmement attention, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail. À partir du moment où les gens vous laissent un message, a priori, vous êtes censé en avoir pris connaissance rapidement. Et c'est peut-être aussi le moyen de faire le rappel que c'est bien de laisser tout ouvert, les mails, les téléphones portables, le secrétariat et tout ça. Mais à un moment, si vous n'arrivez plus à gérer, il faut peut-être faire le tri là-dedans, les marches arrière. Alors moi, je sais que j'ai pas de souci avec le téléphone portable parce que les gens, alors je sais pas s'ils sont bien éduqués ou voilà, j'ai rarement de soucis. Je trouve qu'ils exagèrent pas du tout. Par contre, le mail, bon, c'est vrai qu'ils l'ont forcément quand on est obligé d'envoyer des ordonnances, mais j'essaye de pas répondre ou je leur demande de me contacter sur le téléphone s'il y a un problème.
parce que je sais que je peux pas vérifier toutes les heures ou toutes les 2 heures mes mails en permanence. Thomas ? Moi, c'est gérer, les appels des gens, c'est géré par le secrétariat. Moi, je donne pas de mail, pas de téléphone portable, rien du tout. C'est le secrétariat qui me laisse des mots. Puis moi, je les vois quand j'ai le temps. C'est vrai que des fois, je suis pas sur place. Je les vois que 3-4 jours après. Puis je gère les dossiers quand c'est possible. Mais si c'est vraiment urgent, par contre, on a un service d'urgence. Donc les gens peuvent venir à n'importe quelle heure. C'est le service 24 heures sur 24, SOS Main. Donc il y a toujours un de mes collègues qui est de garde ou moi. Donc je leur dis toujours aux personnes, s'il y a un souci, vous allez vous appeler aux urgences. Et puis comme ça, c'est géré. C'est le principe, comme ça, on est plus serein. Et ça veut dire qu'il y a aussi toujours un collègue qui peut gérer nos patients qui sont hospitalisés si on n'est pas sur place. C'est un confort quand même. Voilà. Donc ils passent par le SOS, par les urgences. Moi, je trouve que c'est une excellente question, pas du tout débile. Et je pense que je vais faire un message automatique pour répondre que si c'est un message urgent, ne comptez pas sur une réponse rapide, faites le 15, quoi. C'est une très bonne question. Il nous reste 5 minutes de plaisir ensemble. Question suivante. Et oui, juste pour les appels téléphoniques aussi, marquez dans le dossier ce que vous avez répondu aux patients. Parce que moi j'ai eu le cas d'une patiente, là je l'ai rappelé parce que l'INR était monté à 7. Alors je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez fait avec le Préviscan? Vous l'avez pris à combien? Ah mais j'ai fait ça, ça et ça. Ah mais c'est pas ce que je vous ai dit. Mais si vous m'aviez dit ça, j'ai dit non, dans le dossier, c'est ce que je vous ai marqué, ça, ça et ça. Et donc faut bien aussi bien marquer tout ce que vous faites. Voilà. Comme ça, et c'est pas très long, hein. INR oui, 234, voilà. continuer puis, ou voilà. augmenter A, contrôle 10 jours. Voilà. C'est et rapide. puis nous on a le dossier informatisé commun aussi au cabinet, donc ça permet aussi aux autres collègues, si vous n'êtes pas là, de gérer justement l'INR s'il y a une urgence ou d'autres trucs, quoi. Voilà. Le côté informatique, Caroline, tu m'as dit des choses intéressantes sur la gestion informatique du cabinet. Je suis arrivée dans un cabinet qui était complètement informatisé, donc j'ai juste bénéficié du système. Donc tous les dossiers sont totalement informatisés, on a 0 papier au cabinet. Donc avec le logiciel qu'on a actuellement, les secrétaires n'ont plus besoin de taper de courrier puisqu'on rentre les antécédents. Moi je mets 2-3 petits mots sur la consultation, les traitements, et j'ai une trame qui est faite et le courrier sort tout de suite. Quelques mots de conclusion, et ce qui permet à ce que le patient sorte avec sa conclusion. Par ailleurs, comme j'ai des activités à divers endroits, ça pose un souci en particulier pour les épreuves d'effort pour le règlement des patients. Sinon, on leur fait des feuilles de soins, ils sont remboursés 2-3 mois plus tard. C'est toujours compliqué parce qu'en particulier les consultations cardiologiques, c'est quand même une certaine somme. Donc j'ai informatisé aussi à la clinique et je me déplace avec un petit lecteur pour les cartes vitales et je passe les cartes vitales. Donc en fait, toutes mes activités sont informatisées et j'ai accès aux dossiers des patients de partout. En fait. Ça bug pas trop? Non, j'ai TeamViewer et je me connecte sur la centrale du cabinet. Et non, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de bug, sauf si le Wi-Fi marche pas à la clinique. Mais voilà. Non, jusque-là, jamais eu de bug. Et Thomas? Au niveau informatique aussi, c'était... pour la facturation ou pour les dossiers? Pour tout, et puis toi, de la particularité de la facturation, tu peux nous en parler, puis c'est des plus grosses sommes. En ce qui concerne pour les dossiers des patients, on a un dossier informatisé qui marque tous les comptes rendus opératoires. Il y a même les comptes rendus opératoires types qu'on peut envoyer par mail au médecin généraliste. Alors je ne sais pas si vous appréciez, il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas. Et donc on fait, moi je donne toujours le double patient à la lettre, comme ça il y a le papier, il y a le mail, comme ça c'est beaucoup plus pratique. On a toutes les dates, tous les anciens, tout le dossier informatisé, on peut y accéder sur nos propres ordinateurs puisqu'on a un accès sur un serveur. Pour les blocs opératoires, on a tous les programmes aussi sur un autre logiciel. Ah, c'est pas vous qui opérez, c'est les ordinateurs? Non, les ordinateurs, non. Mais tous nos programmes sont aussi sur un autre logiciel où on peut voir tout le programme sur les 3-4 mois qui suivent. Et pour la facturation, ça fait partie du logiciel où il y a toute la comptabilité qui est marquée, les entrées, sorties d'argent, ce qui est rentré, ce qui n'est pas rentré. Oui, parce que vous, en impayé, c'est pas 23 €, quoi. Non, c'est pas mal. Et en plus, il y a des retards aussi après, par rapport à la clinique qui doit reverser aussi, parce qu'elle encaisse, la clinique encaisse et elle doit reverser aussi par la suite. C'est assez compliqué, donc il faut vraiment avoir une très bonne visualisation un petit peu de tout ça. Donc là-dessus, les outils informatiques ont quand même vraiment simplifié la vie des libéraux. Indispensable. Concernant le tiers payant, mes collègues ils avaient commencé à le faire et il y a eu beaucoup de retard de la part de la caisse.
Donc c'est revenu moins en feuille papier pour l'instant, mais on le fait de temps en temps quand les patients vraiment demandent. Alors, tiers payant et feuille de soins papier, c'est différent. Oui, mais on ne fait pas le tiers payant, c'est très rare. On fait pas parce qu'il y a eu des retards de facturation, des retards de paiement de la. Mais vous faites quand même des feuilles de soins électroniques sans tiers payant. Oui. D'accord. Puis feuille de soins s'il y a besoin, mais. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est possible de bénéficier du tiers payant si les patients peuvent pas avancer l'argent. Oui, si vraiment, oui, on le fait. Oui. Oui. Ça marche. Globalement, ce serait à refaire. Oui. Oui, bah oui. Ouais. Bah c'est plus. Ouais, on peut s'adapter de toute façon. C'est pas. C'est pas sans retour. Non, bah oui. Je veux dire, c'est ça. Le libéral, c'est ça aussi. Hein. Après, s'il y a des horaires qui nous conviennent pas, etc., on peut changer. Hein. C'est pas non plus fixe à tout jamais, quoi. Hein. Jusqu'à la mort, non. Bon, jusqu'à la retraite. Caroline? Moi, c'est beaucoup de travail, mais c'est une vraie liberté par rapport à l'hôpital, quoi, clairement. Moi, personnellement, je suis ravi et je peux que vous encourager à vous lancer là-dedans, même si ça peut paraître un peu effrayant au début. Mais voilà, la période, un petit peu de point d'interrogation, elle est assez courte. Et voilà, je vous souhaite bon courage et puis foncez si jamais vous avez envie de faire ça. Eh ben, je vous remercie beaucoup tous les quatre. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et n'hésitez pas à vous adresser aux URML Alsace si vous avez des questions. C'est un partenaire pour les médecins libéraux qui répondra à vos questions avec plaisir.